Bienvenue les amis. Alors ce soir, nous allons voir une méthode quantique de bien-être. On va voir ce que c'est exactement. Nous sommes avec Jean-Pierre Chamodeau, qui est masseur kinésithérapeute et créateur de la méthode holographique du cœur péricarde. Donc bonsoir à toi Jean-Pierre. Bonsoir Gwenaline, bonsoir à toutes et tous. Et puis, je me réjouis de vous voir ce soir. Enfin, de vous voir, c'est un grand mot, mais d'être avec vous en tous les cas. Oui, on est tous ensemble. Alors, je voudrais aussi ajouter que tu es… Pardon, Voilà. Ça y est, je suis de nouveau avec vous. Je voudrais aussi ajouter que tu es auteur, conférencier et formateur, pour ceux qui ne le savaient pas. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que le bien-être quantique? Alors, le bien-être quantique, je suis en train de fermer tous mes appareils pour ne pas être dérangé. Voilà, c'est fait. On va parler de bien-être quantique, puisque je suis créateur d'une méthode de bien-être quantique qu'on appelle la libération holographique du cœur péricarde. Encore faut-il s'entendre sur qu'est-ce que c'est que le bien-être quantique, quelle est la définition quantique du bien-être. Eh bien, donc, ça va nous amener assez loin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai parlé de conscience 1. Ça, c'était une conférence complète sur la physique quantique. J'ai parlé de conscience créatrice. C'était une autre conférence à plein temps. Et donc, j'ai parlé aussi de conscience en évolution, en cours d'évolution. Et c'est de ces troisième aspect que j'ai envie de vous parler ce soir. Simplement parce que à un niveau individuel, nous sommes tous une conscience en évolution, mais également à un niveau collectif. Et donc, on voit que là, on est en plein stade évolutif de notre humanité et il y a de quoi alimenter la conversation sur le sujet. Et nous sommes à un stade évolutif au niveau des sciences et nous sommes en plein stade évolutif au niveau de la médecine. Et donc, on est dans un carrefour complet évolutif et c'est un peu de ça dont j'aimerais vous parler ce soir. Voilà. D'accord. Bon. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, quand on parle d'évolution, donc, quelque part, pourquoi est-ce que j'ai envie de vous parler de tout ça ce soir? Eh bien, ça peut vous intéresser dans la mesure où je vais vous parler de différentes méthodes de santé et de bien-être et relativement à ce chemin d'évolution. Autrement dit, on va situer chacune des méthodes sur ce chemin d'évolution. Alors, dans un premier temps, on va redéfinir très rapidement qu'est-ce que c'est que ce changement de paradigme qui est justement l'évolution à un niveau collectif. On va le rappeler très brièvement parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres conférences. Et puis, on va reparler des techniques de bien-être dont j'ai parlé pendant les 2-3 dernières conférences. Vous savez que j'ai parlé de kinésithérapie, j'ai parlé d'ostéopathie, j'ai parlé de méthode Poirier, et je vais vous parler aussi de libération holographique du cœur péricarde ce soir. Et on va regarder chacune de ces méthodes, à quel niveau du chemin d'évolution elle se situe. Parce qu'évidemment, la chose intéressante dans cette histoire, c'est que plus nous sommes évolués, plus nous nous rapprochons de nous-mêmes, plus nous sommes dans le bien-être. Mais de la même manière, plus une technique de bien-être est évoluée, plus elle est efficace pour nous amener vers ce bien-être quantique, justement. Alors donc, ça peut intéresser à 2 titres. Ça peut intéresser au titre de simple consommateur d'une méthode de bien-être. Donc, c'est normal que celui qui a envie de pratiquer une méthode de bien-être, pour lui, de recevoir des soins de bien-être, pour lui, c'est quand même intéressant de savoir quelles sont les techniques les plus efficaces dans cette direction. De la même manière qu'il serait intéressant de savoir exactement ce que c'est que le bien-être quantique. Comme ça, si on sait ce que c'est que le but, on va peut-être pouvoir trouver des moyens qui vont nous y amener plus facilement. Mais c'est intéressant pour donc les consommateurs, que nous sommes tous, que nous soyons professionnels ou pas, nous aspirons tous à être bien, mais c'est également intéressant pour les gens qui veulent devenir professionnels ou qui sont déjà professionnels de santé et notamment de bien-être. Parce que quand on a la fibre, quand on a envie de donner du bien-être aux gens,
C'est un petit peu une vocation quelque part, et on est en droit de se poser la question, mais c'est quoi le stage que je vais faire? C'est quoi la technique la plus intéressante, la plus efficace pour que je puisse aider les gens? Donc c'est à ces deux titres-là que je vais vous donner toutes les informations de ce soir, parce que ça va vous permettre de vous repérer dans toutes ces... Il y a tellement de techniques de bien-être qui sont différentes les unes des autres, et c'est devenu tellement une mode, le bien-être, que on ne sait plus où s'y retrouver. Donc, moi, ce que je voudrais vous donner ce soir, c'est des points de repère qui vous permettent de, finalement, d'établir sur un chemin d'évolution quelles sont les méthodes les plus évoluées et quelles sont donc les méthodes les plus efficaces. Voilà un petit peu. Faciliter le choix des consommateurs, mais aussi le choix des professionnels. OK? OK. Alors, allons-y. Donc, on va revenir, ce critère de choix va être en fonction du niveau d'évolution de la technique de bien-être, évidemment. Et donc, nous sommes dans un contexte d'évolution, puisque nous sommes en plein changement de paradigme. Je pense que c'est difficile de faire autrement que de s'en rendre compte, surtout avec l'accélération qu'on a subie depuis quelques mois. Et donc, je rappelle très brièvement que, en fait, on essaye de changer de paradigme, c'est-à-dire d'évoluer d'une position A vers une position B. Et donc, cette évolution, ça va de A à B. Qu'est-ce que c'est que A et qu'est-ce que c'est que B? Alors, la physique, donc, tout repose sur la physique qui nous explique ce que c'est que la réalité. Et donc, le changement de paradigme en physique, c'est de passer d'une physique classique qui s'avère erronée pour aller vers une physique quantique qui est prouvée et qui change complètement les données du problème. Et vous allez voir en quoi. Donc ça, voilà déjà une évolution. Est-ce que les techniques de bien-être vont se reposer plus sur la physique classique ou plus sur la physique quantique? Voilà qui est intéressant parce que, évidemment, toutes les techniques qui se reposent sur la physique quantique vont être beaucoup plus efficaces. Voilà donc un critère de choix qui est fondamental. Et comme c'est la physique qui définit la réalité, eh bien, ça veut dire que s'il y a deux physiques qui ont deux descriptions différentes de la réalité, eh bien, il va y avoir effectivement deux descriptions de la réalité. Une description de l'ancien paradigme qui est purement matérialiste. Et donc, on va parler, la seule réalité pour ce paradigme matérialiste, c'est la matière, c'est ce qui est visible, c'est ce qu'on peut toucher, c'est ce qu'on peut peser, etc. Et donc, évidemment, on sait tout à fait, maintenant, on a des preuves que ce n'est pas la seule réalité grâce à la physique quantique. Et donc, la physique quantique ajoute au visible, elle ajoute l'invisible, et dans l'invisible, elle ajoute le champ. Le champ, et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas que la matière, il y a la matière qui est visible, plus le champ qui est invisible, et ça va complètement tout changer. Alors, je ne reviendrai pas sur les 5 principes de la physique classique, dont certains sont faux, alors que les 5 principes de la physique quantique sont tous justes et prouvés, mais voilà, la réalité se repose là-dessus. Donc, si vous avez envie d'approfondir les choses, allez voir mes conférences sur la physique quantique. Et on va déduire, on est toujours dans ce changement de paradigme, passer de la physique classique vers la physique quantique, passer d'une représentation de la réalité qui est purement matérialiste à une représentation de la réalité quantique qui accepte et la matière et le champ. Mais ça va nous dire aussi que si on veut comprendre ce que c'est qu'un être humain et le bien-être d'un être humain, il faut savoir que cet être humain, il est constitué de cellules et que la science qui essaye d'expliquer ce que c'est que la cellule, c'est bien la biologie cellulaire. Et bien là aussi, il y a deux manières de voir les choses. Il y a une manière matérialiste, et ça, c'est la biologie cellulaire classique qui ne comprend la cellule qu'à travers la chimie, et ça a donné la génétique. Et donc, comprendre la cellule à travers la chimie et à travers la génétique qui sont fausses, c'est avoir une mauvaise idée de ce que c'est que la cellule et ne pas comprendre le mode d'emploi. Or, les nouvelles sciences, c'est effectivement la nouvelle biologie cellulaire qui est l'épigénétique, dont le fondateur est Bruce Lipton, parce que effectivement, les cellules sont gouvernées par les ondes électromagnétiques et non pas par la chimie. Voilà. Donc, à partir du moment où une technique de bien-être va se reposer beaucoup plus sur l'aspect vibratoire, sur l'épigénétique que sur la génétique, c'est-à-dire sur la chimie, on va avoir un mode d'emploi évidemment beaucoup plus efficace.
Alors évidemment, une fois qu'on a compris, qu'on voit qu'il y a un passage, et ce passage est progressif, sauf qu'à certaines périodes, il s'accélère, comme depuis 2-3 mois, ça s'accélère énormément, et c'est pour ça qu'on a besoin de repères. Alors finalement, ce que je vais vous dire ce soir, ça va vous servir de repère pour trouver quelle technique de bien-être vous convient, mais aussi pour comprendre qu'est-ce qui se passe et quels sont les enjeux dans tout ce qui est en train de changer en ce moment. Donc, une fois qu'on sait qu'il faut passer de la physique classique vers la physique quantique, d'une représentation matérialiste de la réalité à une représentation quantique, et qu'il faut passer d'une biologie cellulaire basée sur la chimie à une biologie cellulaire basée sur l'information, eh bien, tout ça, pourquoi? Parce que ça va avoir un impact énorme sur notre identité. Si on est dans l'ancien paradigme, on va croire qu'on n'est que de la matière, que ce corps de matière, et donc, on va avoir une idée complètement erronée de notre identité. Parce que si on se repose sur la physique quantique, nous ne sommes pas ce corps de matière, mais nous sommes la conscience. C'est-à-dire, la conscience, c'est le champ plus la matière, plus l'information. Et donc, c'est l'ensemble des trois qui n'est pas dissociable. Vous savez, habituellement, on dissocie la matière de l'esprit, mais en fait, la matière n'est pas dissociable de l'esprit, et c'est ça que nous apporte la physique quantique. Et donc, si nous ne sommes pas qu'un corps de matière, nous sommes une conscience, alors évidemment, je reviens sur cette histoire de conscience et d'identité, puisque c'est qui vous êtes, ça va vous permettre de comprendre qu'est-ce que c'est que votre bien-être et le bon mode d'emploi pour y arriver. Eh bien, vous êtes la conscience une, alors ça, j'en ai parlé dans une conférence, vous êtes la conscience créatrice, j'en ai parlé dans une autre conférence, et vous êtes une conscience en cours d'évolution, et c'est ce dont on va parler ce soir. Voilà. Et donc, c'est important de comprendre ça, parce que toutes les techniques qui vont reposer sur la conscience vont évidemment être beaucoup plus efficaces que celles qui reposent sur la matière. Alors, cette compréhension de notre identité va nous amener à une compréhension en ce qui concerne la dualité et la non-dualité. On entend parler de dualité et de non-dualité depuis des milliers d'années. Hein. Ça, c'est quelque chose qui fait partie de toutes les spiritualités. Et pourtant, ça a une base scientifique et ça va avoir des impacts énormes sur le mode d'emploi, justement, sur le mode d'emploi du bien-être. Et donc, si on reste dans la matière, on va rester dans la dualité. Si on va vers la physique quantique, on va passer à la non-dualité parce que la physique quantique l'a prouvé. Hein. Alors, donc, on va reparler de cette dualité, de cette non-dualité. Simplement, à partir du moment... Alors, je vais peut-être en parler tout de suite. Non, j'avais prévu d'en parler après, c'est pas grave, je vais vous en parler après. À partir du moment où on est conscient qu'on est en plein passage entre la physique quantique, la physique classique, la physique quantique, la réalité matérielle et l'autre réalité, l'identité uniquement un corps physique ou l'identité corps et conscience, eh bien, la dualité, la non-dualité, eh bien, toutes ces bases vont être finalement le terreau sur lequel vont pousser nos systèmes de croyances. Et si on est dans l'ancien paradigme cohérent avec la physique classique, la génétique et la biologie cellulaire classique, on va vers un système de croyances qui, comme vous le voyez, est destructeur, et on est en train justement d'assister à la fin de ce vieux système de croyances qui est destiné à détruire, et vous vous rendez compte que là, on a la lumière là-dessus et qu'on voit qu'effectivement, cette manière de penser ancienne est destructrice. Alors évidemment, la croyance racine, si vous avez compris ce que c'est que la physique classique, si vous pensez que vous n'êtes qu'un corps, votre corps, il est séparé des autres corps de matière. Et tous les corps de matière sont séparés les uns des autres par du vide, et là, aucun corps de matière ne peut interagir sur un autre corps de matière à distance. Ça, c'est en tous les cas le système de croyance matérialiste qu'on appelle la séparation. Alors, bon, j'ai déjà parlé de ça, je ne vais pas revenir dessus, c'est simplement pour poser le décor ce soir et pour pouvoir avancer un peu plus loin. Et donc, évidemment, avec la physique quantique, la croyance racine, c'est justement qu'il n'y a pas de séparation, que tout est interconnecté
et que tout est un. C'est ce qu'on appelle le quatrième principe de la physique quantique, qu'on appelle l'intrication. Je ne reviendrai pas dessus, mais c'est à partir de cette croyance racine que tout va se décider par rapport à notre avenir. Est-ce qu'on continue directement contre le mur? Et là, on est tout proche du mur et on le voit très bien. Ou est-ce qu'on va avoir ce réflexe de survie qui va nous permettre d'avoir la force de changer à ce qui se passe avec ce qui se passe aujourd'hui? Alors évidemment, si je crois que je suis séparé et qu'il n'y a pas d'interaction à distance, évidemment, l'autre n'est pas moi. L'autre peut être un concurrent, il peut être un ennemi. Et du coup, à ce moment-là, ça veut dire que l'ennemi existe. Hein. Mais si nous sommes tous un, ça c'est la croyance qui est issue de la physique quantique, eh bien si vous êtes une partie de moi, vous êtes un membre manquant de moi, si vous êtes ma main, eh bien je peux pas vous considérer comme des ennemis parce que ma main ne peut pas me nuire et d'autre part, moi j'ai besoin que ma main soit en pleine forme pour être en pleine forme moi-même. Autrement dit, je ne peux pas considérer une partie de moi comme un ennemi et vous allez voir que le danger d'ailleurs n'est pas l'autre, mais le danger, s'il y avait un ennemi, un seul ennemi, ce serait justement cette involution dont je vous parle. Et comme nous sommes dans un contexte évolutif, notre survie tient à l'évolution. Or, justement, je vends un petit peu la mèche avant d'arriver au sujet, mais finalement, qu'est-ce que c'est que le bien-être version quantique? C'est quelqu'un qui évolue. C'est quelqu'un qui se rapproche de lui. Hein. Et donc, c'est ça qui peut en plus nous sortir collectivement de la problématique dans laquelle nous nous situons actuellement. Alors évidemment, si on a des croyances que les ennemis existent, finalement, si l'ennemi est dangereux, ça veut dire que notre problème, c'est vraiment l'ennemi. Et que la logique voudrait qu'on détruise l'ennemi. Donc ça va nous amener à une logique de guerre qui est au service de la mort. Alors que si nous sommes tous un et que nous avons tous conscience, que nous avons tous intérêt à nous entraider sur ce chemin d'évolution et de bien-être pour tous aller bien, alors évidemment, on est dans une logique d'amour inconditionnel de tout le monde et à ce moment-là, on est au service de la vie. Et vous voyez que cette bifurcation, ces croyances bifurquent sur deux logiques complètement opposées et on commence à comprendre pourquoi la logique de l'ancien paradigme va vers la mort, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, alors que la nouvelle logique quantique va vers la vie et c'est justement le virage que nous avons effectué. C'est un virage donc évolutif que nous sommes en train de vivre et je pense que la nature est bonne fille. Je pense que la nature, c'est un peu comme la maman oiseau qui, quand on est prêt à prendre l'envol, avec son aile, nous pousse gentiment en dehors du nid et on se casse la figure. Alors là, on est juste au moment où on se casse la figure et on se casse vraiment la figure et si on fait rien, c'est la mort. Alors peut-être dans un sursaut, on va avoir le réflexe d'ouvrir nos ailes et de prendre notre envol. Et ça ne dépend que de nous. Alors, je pense que la nature est bonne et que si elle nous a poussés avec son aile, c'est qu'on est suffisamment évolué déjà pour ouvrir nos ailes et ne pas nous casser la figure par terre. Donc, retrouver le moral, je crois qu'il y a vraiment, ce que nous sommes en train de vivre est vraiment une possibilité finalement, de prendre notre envol et d'avoir une vie tout autre une fois que nous pouvons voler, évidemment. Ce qui est intéressant à dire, c'est quand il y a un problème, c'est toujours une occasion de grandir, c'est toujours une opportunité. Parce que quand on passe à travers le problème, donc derrière, donc on va trouver forcément une solution, parce qu'il y a plein de solutions. Après, on est satisfait et on est plus grand, on a grandi, parce qu'on a été obligé de faire face, de confronter la situation. Et plus on confronte une situation, plus ça nous rend plus forts. Alors, je sais que les gens n'aiment pas avoir des problèmes, mais la vie est faite de ça, et c'est ça notre jeu. C'est pour ça qu'on grandit tout le temps en permanence, parce qu'on résout plein de problèmes. Et en plus, on aime bien ça, c'est ça le pire. Sinon, on s'en crée. On va se créer des problèmes si on n'a pas de problème. Oui. C'est comme ça. C'est peut-être une bonne chose que ça nous motive un tout petit peu pour nous bouger un peu et pour évoluer. Exactement. Hein, tout simplement. Hein. Alors donc, selon effectivement l'ancien paradigme, on est dans une logique de guerre contre l'ennemi, alors que dans cette nouvelle version quantique, on est dans un contexte d'amour inconditionnel de tout le monde au service de la vie. Et évidemment,
si on pense à un problème en termes d'ancien paradigme, le problème, c'est l'ennemi. Et l'ennemi, c'est le symptôme, c'est la pathologie. Hein. Et donc, on va croire que l'ennemi existe alors qu'il n'existe pas. On va croire que le symptôme existe et qu'il n'existe pas. On va croire que la maladie existe alors qu'elle n'existe pas. Et tout simplement parce que on va créer une entité fictive qui n'existe pas, qu'on appelle l'ennemi et qu'on appelle le symptôme, qu'on appelle la maladie, qu'on appelle ce qu'on veut. Or, si on est dans la dualité, effectivement, la lumière et l'ombre sont deux entités complètement différentes, et on va dire, bon, ben, l'ombre existe et la lumière existe. Et là, on est dans deux choses. Ça, c'est la dualité, c'est l'ancienne manière de comprendre la réalité. Mais avec la physique quantique, on est dans la non-dualité parce que, en fait, on se rend compte que l'ombre n'est que l'absence de lumière. Donc, l'ombre n'est pas une entité qui existe. L'ombre, ce n'est qu'un effet de l'absence de l'entité lumière. Il n'y a que la lumière. Et de la même manière, eh bien, l'ennemi n'existe pas. De la même manière, les pathologies n'existent pas. Et donc, nous faire croire à nous que les pathologies sont les ennemis, eh bien, ça va justifier la guerre contre les pathologies, et notamment contre les virus, qu'on va effectivement créer comme des ennemis. On va dire, effectivement, le virus, c'est l'ennemi, c'est lui qui est la cause de la mort, et donc il faut faire la guerre contre le virus et détruire le virus. Voilà. Donc, ça, c'est une construction de notre mental qui repose sur des bases matérialistes et qui vont nous amener vers la guerre et vers la mort, et notamment qui vont être à l'origine, évidemment, de toute une médecine qui va lutter contre les pathologies et qui va donc proposer des antibiotiques. Antibiotiques, ça veut dire contre la vie, et des vaccins et des choses comme ça. Alors voilà, donc ça repose sur une illusion matérialiste, mais je peux imaginer aussi que cette illusion matérialiste, il n'y a pas dans cette illusion matérialiste, il n'y a pas que des gens de bonne foi, il y a aussi des gens qui ont compris que ça ne marchait pas, mais qui ont intérêt à ce qu'on continue de croire que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça, c'est un autre aspect. Donc je ferme la parenthèse par rapport à ça. Voilà. Alors donc, évidemment, on est toujours dans ce changement de paradigme et on comprend que ça n'intéresse pas beaucoup de gens qui sont au pouvoir actuellement qu'on change de paradigme, puisque changer de paradigme, pour eux, c'est perdre leur pouvoir, tout simplement. Alors, maintenant, si on pose, donc, du point de vue quantique, du point de vue non duel, la pathologie n'existe pas, ce n'est que l'absence de connexion des cellules au champ de conscience, c'est-à-dire ce n'est que l'absence de bien-être. Ça change tout, évidemment, sur la suite. Alors, si on essaye de s'intéresser à la cause, donc l'ennemi, c'est la pathologie, hein, la cause de la pathologie, c'est l'agent pathogène. Donc, ça, c'est ce qu'on essaye de nous faire croire, et il est bien possible que ça n'ait jamais existé, que ce qu'on appelle un microbe, un virus, ce soit des petites bestioles qui soient faites pour nous servir, qui servent notamment à nettoyer le corps quand il y a un problème, ou à d'autres fonctions extrêmement intéressantes et utiles pour notre corps, et que effectivement, ça n'ait jamais été des ennemis. Alors évidemment, si on croit que c'est des ennemis, on les appelle ennemis, du coup on va leur faire la guerre, et ça va entraîner tout ce qu'on connaît. Alors évidemment, à partir du moment où on définit l'ennemi comme l'agent pathogène, on va vouloir tuer l'agent pathogène avec ce qu'on appelle les antibiotiques. Et donc, on va donc si vous voulez, la vision matérialiste de la cause de nos problèmes, les agents pathogènes, les ennemis, mais ne correspond pas du tout à la vision quantique qui dit que non, l'ennemi n'existe pas et que si on remonte, on essaie de comprendre la cause de nos problèmes, si on tire sur la cause de la cause de la cause, on finit par trouver l'ignorance, c'est-à-dire le problème, le fait qu'on soit involué et qu'on ne soit pas au courant de qui on est, qu'on ait oublié qui on était et qu'on soit complètement dans la dualité. Alors évidemment, si la cause c'est l'ignorance,
si on est dans l'ancien paradigme, on pourrait dire l'ignorance, c'est l'ennemi. Mais justement, l'ignorance n'est pas ennemie, c'est simplement l'absence de connaissances. Donc, on ne va pas lutter contre l'ignorance. On va simplement œuvrer pour amener un peu de lumière et un peu de connaissance. Voilà. Alors, évidemment, dans la solution, on va tuer l'agent pathogène. Et dans la solution de dire oui, puisque c'est l'ignorance, ben, au lieu de tuer l'ignorance, de lutter contre l'ignorance, on va œuvrer pour la connaissance. Alors, évidemment, de là vont découler, à partir du moment où on a défini la solution, il y a toutes les méthodes qui vont découler. Et donc, c'est dans ce contexte-là que je vais vous situer toutes les techniques dont je vous ai parlé récemment. Voilà. Alors, évidemment, à partir du moment où on est dans le matérialisme, le but, c'est de gagner la guerre contre les ennemis, et donc de tuer les ennemis, alors que si on a compris l'aspect quantique, et cette évolution se fait lentement depuis des années, et c'est cette évolution qui fait peur à certaines personnes qui veulent rester dans le matérialisme. Et de toute manière, c'est déjà en route, c'est pas d'un seul coup, ça se fait progressivement, et on arrive à comprendre qu'effectivement, c'est en reconnectant les cellules qu'on va se rapprocher de nous-mêmes et qu'on va évoluer parce qu'on va se souvenir de qui on est. Hein, et donc, on va se mettre au service de la vie. Voilà. Donc, le but, finalement, d'une méthode quantique de bien-être, ça va avoir tendance à vouloir reconnecter les cellules pour aider les gens à évoluer. Hein, voilà. Alors, donc, évidemment, à partir du moment où on définit les buts, il y a des stratégies, et donc, dans les différentes techniques de bien-être dont nous allons parler ce soir, eh bien, il va y avoir aussi ce passage, ce changement de paradigme, les stratégies qui agit. Eh bien, dans le matérialisme, c'est le corps de matière qui agit, ou la machine de matière qui agit. Eh bien, dans le nouveau paradigme, c'est plus le corps de matière qui va agir, c'est la conscience, c'est l'âme, c'est l'invisible. Ah oui, ça change. Donc ça, c'est un critère qui va nous permettre de dire, ah oui, là, on se rapproche du quantique. On s'éloigne en même temps du matérialisme. Donc vous voyez, il ne s'agit pas de lutter contre le matérialisme, il s'agit simplement de poursuivre notre chemin vers le quantique. Le matérialisme va mourir de sa belle mort parce qu'on ne s'intéressera plus au matérialisme. Alors évidemment, dans les stratégies, qui agit, c'est le corps de matière pour le matérialisme. Et on agit sur quoi? Pour le matérialisme, c'est le corps de matière. Mais on agit sur quoi quand on est dans le quantique? Sur le champ, c'est-à-dire sur l'âme. Et on agit à quel niveau? Eh bien, là aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à partir du moment où on a le matérialisme, on peut croire que les choses sont locales. Et donc, il y a eu des preuves en physique quantique qu'en fait, l'espace et le temps n'existent pas. Et donc, ça va tout changer parce que, par exemple, je reviens au toucher, qui est un exemple concret que j'utilise tous les jours dans mon métier. Si je suis dans la matière, je vais avoir un toucher matérialiste, c'est-à-dire c'est mon corps qui va toucher un corps. Et si je veux sentir l'épaule gauche, il faut que je déplace ma main jusqu'à l'épaule gauche. Hein? Alors, juste Jean-Pierre, il faut que tu te mettes plus par là. Voilà. Ah oui, excuse-moi. Comme ça, tu n'es pas coupé. Parce que je me vois pas. Je vais voir ton visage. Ah d'accord. Et donc, si par contre, avec le toucher matérialiste, si je veux toucher mon cerveau, là, je peux pas parce que j'ai l'os du crâne qui m'interdit de le toucher. Hein. Alors voilà, ça c'est le toucher matérialiste. Dans le toucher non local, on sait que l'espace et le temps n'existent pas. Donc, où que je mette ma main sur le corps, je peux sentir n'importe quel endroit du corps, même si ma main est à 50 000 km du corps, puisque l'espace n'existe pas. Donc, dans le toucher non local, je peux mettre ma main sur les épaules pour sentir une vertèbre. Alors que dans le toucher local, si je veux sentir une vertèbre, je dois mettre ma main sur la vertèbre. Hein, voilà. Et donc, voilà, aussi un autre critère qui permet de reconnaître les méthodes qui sont quantiques et celles qui ne le sont pas. Alors, avec quel outil? Évidemment, une fois que j'ai le toucher, j'ai le toucher local, non local. L'outil matérialiste, par définition, c'est la chimie organique et la physique classique. Donc, ça a donné la médecine allopathique et ça donne toutes les médecines physiques au sens mécanique du terme. Et donc,
si je me suis dans la physique quantique, je ne vais pas du tout me servir ni de la mécanique des forces de Newton, ni de la chimie organique. Je vais me servir de l'effet observateur, c'est-à-dire un attribut de la conscience. Voilà aussi un autre critère qui va nous permettre de savoir si on est plus vers une technique quantique ou plus vers une technique matérialiste. Et vous allez voir que la transition est progressive parce qu'il y a des techniques qui évoluent, il y a des techniques qui ont les deux pieds dans le matérialisme, d'autres techniques qui ont un pied dans le matérialisme, un pied dans le quantique, et la dernière, la plus récente, des techniques qui commencent à voir le jour, qui ont les deux pieds dans le quantique, et je ne vous cache pas que ce sont ces dernières techniques qui ont les deux pieds dans le quantique, qui donnent les meilleurs résultats. Alors évidemment, donc si on parle de toucher, donc je parlais de toucher, bon, je ne vais pas revenir dessus, on va passer à la suite. Alors, une fois qu'on est arrivé à l'outil, après, il y a donc l'utilisation de l'outil. Et là aussi, si on comprend que le corps n'est pas un ensemble de morceaux qui ne communiquent pas entre eux, mais que c'est un tout global, c'est-à-dire ce qu'on appelle un champ quantique, c'est-à-dire ce qu'on appelle qu'il y a une structure holographique, eh bien, on comprend que si on veut qu'un seul point du corps soit parfait, ça ne sert à rien d'agir sur ce corps, mais il faut agir sur le corps tout entier. Donc, ça veut dire qu'une technique matérialiste va ne s'occuper qu'une partie du corps et pense quand on s'occupe de cette partie du corps, il n'y a que cette partie qui va changer. Quand on est dans le quantique, si on touche une partie du corps, on sait que ça va avoir une répercussion dans tout le corps et on sait que si on veut avoir un impact énorme sur une partie du corps, il faut toucher le corps tout entier. Voilà un petit peu les critères qui vont nous permettre de voir à quel niveau de ce changement de paradigme se situent les méthodes. Ça va? Oui, alors il y a Flamme Violette qui disait l'énergie et la matérialisation se réalisent là où je mets mon intention et mon attention. Tout à fait. Et c'est ce qu'on appelle l'effet observateur. Voilà. Et donc, je lui ai répondu dans le chat. Vos pensées sont plus puissantes que n'importe quoi. Donc ça, retenez bien ça, parce que c'est toutes les conférences de Jean-Pierre. Et ce sur quoi vous vous focalisez persiste. Donc regardez où vous mettez votre attention. C'est hyper important. Ayez toujours cette phrase-là en tête. C'est vraiment ce que tu nous répètes à chaque conférence. Oui. Et si effectivement vous fixez votre attention sur quelque chose de négatif, vous allez créer du négatif. C'est clair. Donc, pourquoi ne pas être gourmand et ne pas fixer son attention sur ce qu'on souhaite? Alors, maintenant qu'on a vu en gros ce que c'était que ce changement de paradigme et qu'on sait que c'est progressif, on va essayer de situer maintenant les méthodes dont j'ai parlé ces dernières conférences. Vous vous rappelez, à la conférence numéro 17, j'avais parlé de méthodes matérialistes comme la kinésithérapie, la méthode Mézières et l'ostéopathie classique, qui s'était décomposée en 3 ostéopathies: l'ostéopathie structurelle, l'ostéopathie fonctionnelle et l'ostéopathie sensorielle. Donc, si vous n'avez pas assisté à la conférence numéro 17 et que vous voulez en savoir plus sur ces méthodes-là, eh bien, allez voir sur mon site à la conférence numéro 17 ou sur le site de Gwénoline. Puis, j'avais parlé dans la conférence numéro 18 de méthodes qui avaient un pied dans le matérialisme et un pied dans la physique quantique, des méthodes intermédiaires entre le matérialisme et le quantique, qui étaient la méthode Poirier et l'ostéopathie bioénergétique cellulaire. Donc, on va regarder ces méthodes sous ce critère. Et donc, enfin, je parlais de méthode complètement quantique, qui est la méthode que j'ai mise au point, qu'on appelle la libération holographique du cuir péricarde. Alors, j'en ai parlé dans de nombreuses conférences, la numéro 12, 13, 14, 15, et je vais en parler ce soir, bien entendu. Voilà. Donc, c'est ces méthodes-là qu'on va passer au crible des critères d'évolution et des critères de changement de paradigme. Voilà. Alors qu'on recommence à la base, sur quelle physique reposent toutes ces méthodes dont on vient de parler? On voit que la médecine allopathique repose sur la chimie organique et la physique classique, comme la kinésithérapie, la méthode Mézières, l'ostéopathie structurelle, l'ostéopathie fonctionnelle et l'ostéopathie sensorielle. Donc, toutes les ostéopathies classiques reposent sur la physique classique de la mécanique de Newton. Après, on avait vu qu'il y avait 2 méthodes qui étaient un petit peu à cheval entre les deux. C'était la méthode Poirier
qui avait une base classique, puisque ça reposait sur l'ostéopathie classique, mais qui, de temps en temps, débordait un peu du côté quantique en utilisant quelques outils qui étaient un peu bizarres, hein, des soins à distance, des choses comme ça, tout en croyant que ça allait servir à la mécanique, etc. Donc, c'était un mélange classique et quantique. Jusqu'à ce que moi, je fasse ma recherche et que j'aille un tout petit peu plus loin que ces deux dernières méthodes pour être les deux pieds dans le quantique. Donc, c'est ce que j'appelle la libération holographique du cœur péricarde, qui repose sur la physique quantique à 100% et donc sur l'épigénétique. Voilà, donc, le choix, il est très clair. Vous voyez quelle méthode repose sur quelle base scientifique. Et vous savez que les bases scientifiques justes sont la physique quantique et non pas la physique classique. Donc, le corps, la réalité, évidemment, pour toutes les techniques que je vous ai parlé, c'est le corps de matière, uniquement le corps de matière. Ça, c'est la médecine allopathique, la kinésithérapie, la méthode Mézières et toutes les ostéopathies classiques. Maintenant, dans les intermédiaires, on a, en méthode Poirier, on sait qu'on est un corps de matière, c'est-à-dire on va s'occuper de l'os, mais en même temps, un petit peu de l'énergie, parce qu'il y a des points d'acupuncture et ça sert à quelque chose. Ça, c'est la méthode Poirier. Et puis, donc, pour l'ostéopathie énergétique cellulaire, oui, on s'occupe de la matière, mais la matière, on s'intéresse déjà à plus petit dans la matière, on s'intéresse aux cellules. Alors ça, c'est un truc que faisait pas Poirier et qu'a fait donc Montserrat Gascon, de s'intéresser de plus près aux cellules. Et comme elle était inspirée par la tradition chamanique, pour elle, l'invisible, c'était l'âme. Hein, et donc, ça a donné cette technique qui est déjà un petit peu plus loin que la matière. Mais quand on passe le cap et qu'on arrive à la physique quantique, on ne peut pas mettre en opposition la matière et l'énergie, la matière et l'âme, puisque ça fait un tout qui est indivisible. Et donc, quand on est dans la non-dualité, on sait que la conscience est indivisible, qu'on ne peut pas séparer la matière du champ du vide quantique et de l'information. Alors, c'est ce critère-là qui fait qu'on devient efficace, parce qu'on commence à comprendre le mode d'emploi. Donc, vous voyez qu'au niveau de l'identité, c'est très important, une méthode va être efficace en fonction de la justesse de la compréhension de l'identité. Alors, donc, je reviens sur cette conscience. Donc, quand on parle d'une conscience une et indivisible, on parle d'unité, c'est l'intrication. Quand on parle de conscience créatrice, on parle d'effet observateur. Et on parle de constance en cours d'évolution, c'est ce qu'on va parler ce soir. Alors, les méthodes et les croyances racines, eh bien, il y a effectivement, puisqu'on est dans le matérialisme, on croit dans la séparation. C'est le cas de la médecine allopathique, de la kinésithérapie, de la méthode Mézières, de toutes les ostéopathies classiques. Le flou artistique entre séparation et unité, c'est la méthode Poirier et l'ostéopathie énergétique cellulaire. Et quand on arrive à la libération holographique du cœur péricarde, on n'est plus du tout dans le flou, on est complètement dans l'unité, dans la physique quantique et dans l'intrication. Et c'est pour ça qu'on est plus efficace. Alors, dans la dualité, je vais un petit peu aller un peu plus loin, je disais que dans la réalité, la dualité, c'est dit pense que l'ombre existe et que c'est une entité qui est indépendante de la lumière. Donc, il y a deux entités, il y a la lumière et l'ombre. De la même manière, il y a deux entités, la pathologie et la santé. Et cette manière de voir les choses et de les séparer, c'est justement ce qui est faux. C'est justement qui va induire en erreur la vieille médecine et donc la manière de comprendre la vie. Et donc, évidemment, que la médecine allopathique, la kinésithérapie, toutes les méthodes matérialistes, les ostéopathies classiques, mais aussi la méthode Poirier et l'ostéopathie énergétique cellulaire sont effectivement encore dans une forme de dualité, puisque quand Poirier parle de corps physique et d'énergie, s'il oppose l'énergie au corps physique, en ostéopathie énergétique, on parle du corps physique et de l'âme, et on oppose le corps et l'âme. Et dans la non-dualité, eh bien, on sait que l'ombre n'existe pas. Ce n'est pas une entité, ce n'est que l'absence de lumière. Donc, il n'y a pas deux entités, l'ombre et la lumière. Il n'y a qu'une seule entité qui est la lumière, tout simplement. Donc, il n'y a pas deux entités qu'on appelle pathologie et santé.
Il n'y a qu'une seule entité qu'on appelle la santé. Voilà. Et donc, simplement, la pathologie, ce n'est que l'absence de santé. Si on comprend ça, on va dire, évidemment, si je veux faire disparaître l'ombre, eh bien, c'est pas la peine que je me batte contre l'ombre, que je fasse la guerre contre l'ombre. C'est juste nécessaire que j'amène un petit peu de lumière. Eh bien, si vous avez compris la non-dualité en médecine, vous savez que si la pathologie n'est que l'absence de santé, vous n'allez pas vous battre contre la pathologie, vous allez œuvrer pour ramener de la santé, c'est-à-dire reconnecter les cellules pour ramener de la lumière et que les cellules se portent mieux. Donc, voilà en quoi ça prend un virage radicalement différent. Et c'est le virage, c'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est en train de se faire depuis des années et on ne peut pas arrêter la conscience collective de l'humanité qui évolue. Hein. Alors, il y a peut-être quelques individus sur cette planète qui pensent qu'elles peuvent arrêter cette marche de la conscience collective, mais à mon avis, peut-être qu'elle va réussir à gagner quelques mois, peut-être même quelques années, mais ça m'étonnerait que ça aille plus loin. Tout va bien? Il y a des questions? Oui, il y a une question de Régine. Alors, je t'écoute. Alors, je la retrouve. Voilà. Est-ce que la conscience est le soi, la source, car l'âme n'est pas le point entre la matière et la source? Donc là, elle pose une question. Merci. Tu pourrais me la montrer que je puisse voilà, je l'ai affichée. Ah ouais. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a, ouais. Alors, effectivement, il y a plusieurs manières de voir la chose. Et évidemment, quand on est dans la dualité, donc c'est un niveau d'évolution moindre que la non-dualité, quand on est dans la dualité, on va avoir tendance à couper les choses qui ne sont pas coupées. Il faut savoir que dans la réalité, rien n'est coupé. Autrement dit, il n'y a qu'une seule conscience, c'est le vide quantique. Mais nous, avec notre mental, parce que nous sommes dans la dualité, nous nous sommes amusés à découper en morceaux cette conscience qui est une et indivisible pour en faire des consciences collectives, des sous-groupes, et à l'intérieur de la conscience collective, on va la couper en morceaux pour en faire des consciences individuelles. De la même manière que sur notre individu, on va la couper en morceaux pour faire des consciences cellulaires, etc., à tout le niveau fractal. Et donc, en fait, c'est nous qui coupons parce que dans la réalité, il n'y a pas de coupure. Dans la réalité, il n'y a pas de dualité. Hein. Dans la réalité, tout est un. Mais bien sûr, dès qu'on commence à parler, on va parler de conscience individuelle relativement à la conscience collective. Mais c'est pas parce qu'on en parle. Le problème, c'est que quand on en parle, on risque de créer une réalité qui n'existe pas à l'origine. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je pense que tu as répondu oui. Donc la source, évidemment, nous sommes tous la source. Nous sommes tous habités par la même conscience qui est la source. Voilà. Ok. Et ça ne nous empêche pas d'avoir, si on est dans la dualité, une conscience individuelle, tout en sachant que c'est une illusion. Alors, Arlette nous pose une question. Oui. Je ne sais pas si tu l'as déjà abordée dans une autre conférence, il me semble que dans la dernière. Il y a Arlette qui dit « Bonsoir Gwénoline et Jean-Pierre, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire pour redonner par nous-mêmes de la lumière à nos cellules ?» Alors bon, je vais répondre concrètement parce que il faut des choses concrètes. Simplement, imaginez que vous êtes des huîtres. Vous êtes des grosses huîtres et que les huîtres que vous êtes sont constituées de petites huîtres minuscules que sont les cellules. Et donc, la physique quantique et surtout l'épigénétique a démontré que vous êtes des huîtres parfaites, que nos cellules sont parfaites. Et que ce que c'est qu'une huître parfaite, eh bien, c'est une huître qui se ferme quand on la pique et qui s'ouvre quand on l'aime. C'est tout aussi simple que ça. Hein. Et donc, nos cellules, c'est la même chose. Dès que nous sommes agressés, nous sécrétons des hormones de stress qui font que nos cellules se ferment. C'est le même principe. Et donc, c'est normal qu'une huître normale se ferme quand on la pique. Et de la même manière, c'est normal qu'une huître normale, quand on la met dans un lieu où elle se sent aimée et respectée, elle s'ouvre. Autrement dit, qu'est-ce qui fait que l'huître se ferme? C'est pas la guerre, c'est simplement l'absence d'amour. Qu'est-ce qui fait que l'huître s'ouvre? C'est l'amour.
Alors maintenant, ça nous amène à deux conceptions de la médecine. Une conception dualiste qui dit effectivement qui va parler de guerre alors que la guerre n'existe pas, hein, et donc qui va dire est-ce que finalement la question c'est est-ce qu'on doit adapter des cellules parfaites à des conditions anormales, c'est-à-dire est-ce qu'on doit forcer les cellules à accepter de ne pas être aimées, de ne pas être respectées? Est-ce qu'on va forcer des êtres humains à être des esclaves? Est-ce que c'est ça la médecine? Trafiquer le corps pour que l'être humain accepte l'esclavage? Ou bien est-ce que c'est, au contraire, de dire non, on ne touche pas à des cellules qui sont parfaites, mais on les met dans des endroits où elles se sentent aimées et respectées. Et donc, qu'est-ce que c'est que d'apporter de la lumière à la cellule? C'est simplement de lui permettre de vivre dans des conditions où elle se sent aimée et respectée. Je ne sais pas si j'ai répondu à ma question. C'est un peu la base de ma technique d'ailleurs, puisque si effectivement c'est parce qu'on a manqué de respect à un être humain que ces cellules se sont fermées, eh bien la première loi de base dans ces techniques que je propose, la libération graphique du cœur péricarde, c'est le respect. Et c'est parce que je suis dans le respect que j'obtiens que les cellules aient envie de s'ouvrir et qu'elles s'ouvrent parce qu'elles en aient envie. Et je ne vais pas les forcer à s'ouvrir. Évidemment, sinon je serais dans une forme de viol. Voilà. Ce qui se passe d'ailleurs quand on est kinésithérapeute et qu'on veut tirer sur les tissus pour les rallonger, c'est pour grandir les cellules de force. Et ça s'appelle un viol. C'est pas comme ça. Du coup, effectivement, les cellules réagissent et ne veulent pas se laisser rallonger. Donc, je crois que je suis allé assez loin dans cette réponse. Tout à fait. Ça va ? On peut continuer. Ça marche. Alors, voilà, du coup, ça, c'est de la pratique, c'est du concret parce que… Alors, tu vois, il y a Guillaume qui dit « J'en reviens pas de me faire traiter d'huître en regardant une vidéo YouTube. Ça ne m'était jamais arrivé. » Ah, c'est des expériences à vivre, c'est inoubliable. Et Flamme Violette qui nous dit « Est-ce que tout couper, c'est pour mieux contrôler ?» Tout couper, c'est-à-dire ? Bah, je pense se couper, je ne sais pas. Il faut que tu précises, Flamme Violette, parce que je ne pense pas que de se couper de la vie va nous aider à mieux contrôler, parce qu'on contrôle mieux quand on fait face justement à des événements, sinon on ne peut pas s'entraîner et on contrôle encore moins, de moins en moins. Moi, personnellement, je prendrais la question sous un autre angle et je dirais que si j'étais un bon tyran, je ferais exprès de couper tous les gens, de stresser les gens pour que les cellules se ferment et qu'ils soient coupés du champ de conscience et d'eux-mêmes. Ok. Bah, comme ça, elle a eu deux réponses. Oui, deux manières de voir les choses. Hein. Voilà. Voilà, on peut continuer. Donc, on en revient à nos méthodes. Toutes ces méthodes qui sont dans la dualité, c'est toutes les méthodes que j'ai citées jusqu'à présent, la médecine allopathique, la kiné, la méthode Mézières, toutes les ostéopathies, mais également la méthode Poirier et l'ostéopathie bioénergétique cellulaire, qui sont dans une logique parce que vous allez voir qu'en médecine allopathique, on veut lutter contre la douleur qui est l'ennemi, et contre l'inflammation qui est l'ennemi, et contre les virus qui sont les ennemis. Et on va faire la guerre contre tous ces ennemis. Dans la kinésithérapie, on va lutter contre la faiblesse musculaire et par de la musculation. Dans la méthode Mézières, on va lutter contre les rétractions tissulaires par des étirements. Dans l'ostéopathie, quelle qu'elle soit, on va lutter contre les lésions ostéopathiques, en méthode Poirier et en ostéopathie bioénergétique cellulaire également. Alors que si on est dans la non-dualité, on sait que l'ennemi n'existe pas. Donc, d'un point de vue ostéopathique, je pense que la lésion ostéopathique n'existe pas. Je pense que c'est une invention, que c'est une entité qui n'existe pas, donc je ne vais pas me battre contre les lésions ostéopathiques. Je vais simplement œuvrer pour que les cellules retrouvent leur volume, que les huîtres s'ouvrent, et comme par enchantement, quand les huîtres s'ouvrent, les lésions ostéopathiques ont disparu. Mais je n'ai lutté contre des lésions ostéopathiques. Ce n'est pas parce que j'ai lutté contre les lésions ostéopathiques qu'elles ont disparu, c'est parce que j'ai œuvré pour le bien-être des cellules, pour que les cellules, les petites huîtres puissent s'ouvrir, se sentir aimées et respectées. Et comme par enchantement, les pathologies, les lésions ostéopathiques disparaissent, etc. Voilà. Alors que dans les démarches ostéopathiques, on est quand même, ce qu'on veut, c'est absolument faire disparaître les lésions ostéopathiques, et ça, c'est le but principal de tout ostéopathe, bien entendu.
Alors que moi, dans la libération graphique, c'est justement parce que je m'en fous des lésions ostéopathiques qu'elles disparaissent. Et donc, ça, c'est une logique qui est à comprendre. C'est la logique non dualiste et je pense que c'est vraiment une des bases fondamentales qui fait qu'on va devenir efficace pour créer non seulement notre bien-être à un niveau individuel, mais créer le bien-être à un niveau collectif. Et on a à quitter cette dualité et à quitter cette notion d'ennemi et de guerre si on veut créer quelque chose qui soit quand même plus souriant. Et donc, ça sert à rien de lutter contre ce qu'on ne veut pas. Et donc, ça ne sert à rien de lutter contre les gens qui nous veulent du mal. C'est juste, on a à amener un petit peu de lumière, on a à développer l'amour et on a à créer une épidémie mondiale d'amour. C'est ça qui va nous sauver. C'est pas de lutter contre la guerre. C'est comme le dit Mère Teresa d'ailleurs. Elle refuse de manifester contre la guerre et elle souhaite, elle, être invitée à une manifestation pour la paix. Eh bien, œuvrons pour ce que nous souhaitons et soyons le changement que nous souhaitons, comme le disait Gandhi. Voilà. Donc, c'est tout ça qui est derrière, vous voyez. Et vous voyez que il y a encore beaucoup de techniques de bien-être qui n'ont pas encore franchi le pas, mais qui sont sur le point de le faire. Et je suis sûr qu'il y a plein de nouvelles techniques qui voient le jour et qui ont déjà franchi le pas. Alors, on continue. Donc, si on regarde, si on essaye de s'intéresser aux causes, on voit que la médecine allopathique n'est pas très intéressée par les causes, elle s'occupe généralement que des symptômes. Il y a une douleur, on donne un antalgique. Voilà. Et puis, donc, on lutte contre la douleur, et donc, avec la chimie. Elle condescend quand même, cette médecine allopathique, à s'occuper d'une cause qui pourrait être l'inflammation dans les douleurs, notamment de colonne vertébrale et mal de rein. Et puis, il y a peut-être une cause aussi à la grippe qui pourrait être l'agent infectieux. Et donc, elle va lutter contre l'inflammation, évidemment, avec des anti-inflammatoires, contre les agents infectieux avec des antibiotiques contre la vie. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire, ça sert à la mort. Alors, évidemment, dans les techniques de bien-être plus proches, on a donc la kinésithérapie qui dit, bon, ben, l'ennemi, c'est parce que le muscle est trop faible. On avait vu que ça reposait sur un modèle particulier et que donc, il faut lutter contre cette faiblesse par la musculation. Pour la méthode Mézières, ben, le muscle est trop court, donc il faut lutter contre la rétraction par des étirements. Pour l'ostéopathie, ben, c'est la cause de la douleur au niveau du bas du dos, par exemple, c'est l'os qui est de travers. Alors, c'est sûr que c'est déjà plus évolué parce que on prend conscience que finalement, si on a mal, c'est parce que l'os s'est mis de travers et qu'il pince le nerf moteur. C'est évident. C'est un peu, j'aime bien prendre une image. Quand vous pincez le doigt dans une portière de voiture, si vous avez mal à votre doigt, vous allez vous dire, j'aimerais bien faire quelque chose pour ne plus avoir mal. Alors, la médecine allopathique va vous dire, prends donc un antalgique. Mais elle vous laisse avec le doigt pincé dans la portière. Hein, et ensuite, vous dites, ça gonfle, ça fait encore plus mal. Alors, la médecine va vous dire anti-inflammatoire. Et elle vous laisse toujours la cause dans la portière, avec le doigt pincé dans la portière. Et bon, si vous allez voir un kiné, il va vous dire, mais il faut que c'est parce que tu es trop faible, il faut que tu fasses la musculation. Et tu restes avec ton doigt pincé dans la portière. Et puis, si tu vas voir la méthode Mézières, il va dire, mais c'est parce que les muscles sont trop courts. Il va te faire rallonger les muscles. Et tu vas rester avec ton doigt dans la portière. Enfin, il y a l'ostéopathie qui arrive et qui dit peut-être ce serait bien d'ouvrir la porte. C'est pour ça que je trouve que l'ostéopathie, c'est déjà un sacré progrès par rapport à la kinésithérapie, par rapport à la méthode Mézières. Mais après, on va voir qu'à l'interne de l'ostéopathie, évidemment, il y a des choses qui ont évolué et qui sont allées beaucoup plus loin. Et donc, quand on arrive, quand on parle de cause et qu'on arrive, par exemple, à l'ostéopathie bioénergétique cellulaire, on commence à progresser parce que Poyet, la méthode Poyet, qui est une méthode ostéopathique, reste un petit peu dans les causes mécaniques. Et finalement, les lésions ostéopathiques, selon l'ostéopathie classique, c'est dû à des chocs mécaniques, c'est-à-dire un accident, tu t'es cassé la figure, ou tu as fait un faux mouvement, ou des trucs comme ça. Et donc, on n'imagine pas qu'un os est de travers pour une autre raison que pour une raison mécanique. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'avec
l'ostéopathie bioénergétique cellulaire, on se dit oui, mais si les os sont de travers, c'est parce que les tissus mous se sont raccourcis et ils ont tiré tellement fort sur les os que ça les a mis de travers. Alors ça, évidemment, il y a un progrès parce qu'on s'occupe de la cause de la lésion ostéopathique. Hein. Et donc, si en ostéopathie, on se contente de remettre l'os en place, alors que l'os est parti parce que le tissu est trop court, eh bien, en ostéopathie, on va remettre l'os en place, mais on n'a pas rallongé le tissu. Et comme le tissu est toujours très court, ben, il va retirer l'os de travers. Donc, c'est vrai que c'est très intelligent de rallonger le tissu avant de remettre l'os en place, parce que du coup, ça tient beaucoup plus longtemps. Donc, voilà un progrès, voilà un exemple. Plus on va aller chercher dans les causes, plus on évolue, plus on va dans le nouveau paradigme. Parce qu'effectivement, dans l'ancien paradigme, on ne s'occupe pas des causes, et plus ça va aller vers le nouveau paradigme, plus on va s'intéresser aux causes. Mais vous allez voir qu'en définitive, ça va au niveau des causes. Je suis allé un tout petit peu. Donc, Montserrat Gascon disait qu'effectivement, c'est les hormones de stress qui vont aboutir à la rétraction des cellules, qui vont faire que les tissus vont se raccourcir, qui vont faire que les os vont se mettre de travers et que ça va créer toutes ces pathologies. C'est très bien. Donc, elle va agir à ce niveau-là. Elle va dire, bon, il faut absolument faire augmenter le volume des cellules et rallonger les tissus. C'est beaucoup mieux que de se contenter de remettre les os en place. Ça va beaucoup plus loin. Mais il faut savoir que si on va un peu plus loin dans la compréhension de ce changement de paradigme, il faut se poser la question, mais pourquoi on est stressé? Parce que l'environnement est stressant. Mais pourquoi l'environnement est stressant? Ben parce qu'il y a des gens qui sont pas très évolués, qui ont décidé de prendre le pouvoir sur les autres et qui nous foutent qui nous pourrissent la vie, il faut bien le dire. Hein. Et donc, mais ces gens-là, ce ne sont pas des ennemis. Ce sont des êtres humains comme vous et moi qui ne sont pas évolués. Et oui, donc, c'est à nous de créer notre sécurité intérieure pour pas se laisser impacter. C'est notre travail. Parce qu'on ne peut pas changer l'extérieur, on ne peut pas changer les gens. Soit on les évite, soit on travaille sur nous. Il y en a qu'on ne peut pas éviter, donc on a intérêt de travailler sur nous. Le problème, c'est que ce serait bien qu'on crée une épidémie mondiale d'amour, un tsunami d'amour, pour que ces gens qui sont minoritaires ne soient plus nourris par nos peurs. Hein. Parce que quand on ne peut pas être en même temps dans l'amour et dans la peur. Hein. Tu sais que c'est en cours en Suisse, il y a le Love Virus qui est en train de se propager par Cocotache, que je pense que tu en ai déjà parlé. Coco. Oui, mais j'ai déjà entendu parler de cette épidémie depuis longtemps. Il y a des gens bien pensants qui sont déjà très évolués, qui ont envie de lancer cette épidémie, et je pense que ce serait une bonne épidémie à répandre. C'est en cours. C'est en cours. Alors voilà une très bonne nouvelle. Je m'associe à 100%. Voilà, donc quand on va un peu plus loin, on est obligé de s'intéresser à l'involution, parce que c'est ça le danger. Et donc, on est obligé d'œuvrer pour aider soi-même, dans un premier temps, à évoluer. Et peut-être que quand on évolue soi-même, on va aider les autres à évoluer, puisque les consciences ne sont pas séparées, il ne faut pas l'oublier, elles sont toutes une. Voilà. Et donc, ça veut dire que quand on en est au stade de l'ostéopathie bioénergétique cellulaire, c'est bien, on va s'intéresser aux rétractions, on va s'intéresser aux cellules, mais on ne va pas s'intéresser à la cause de la cause de la cause, qui est l'involution. Et donc, avec la libération holographique du cœur péricarde, je m'intéresse à ça. J'en parle toute la soirée de l'évolution, c'est pas pour rien. Et je vais trouver une technique qui va aider et qui va faciliter ma propre évolution personnelle et l'évolution des gens qui viennent me voir, parce que finalement, qu'est-ce que c'est que d'évoluer? C'est de se rappeler qui on est. Or, qui sommes-nous? Nous sommes Dieu, l'amour, la paix et la joie. Et donc, comment est-ce qu'on peut, c'est bien beau intellectuellement de comprendre que nous sommes Dieu, l'amour, la paix et la joie, sauf qu'on n'en vit pas l'expérience parce qu'on ne le sent pas. Pourquoi? Parce que nos cellules sont fermées et qu'elles sont déconnectées. Et donc, comme moi, mon boulot, ça consiste à ouvrir les cellules, à leur permettre de retrouver leur volume pour vous reconnecter, ça veut dire qu'à la fin de la séance, vous sentez votre âme. Or, comme votre âme, elle est l'amour, vous sentez l'amour que vous êtes. Et comme votre âme, elle est la joie, ben, vous retrouvez la joie de vivre. Comme votre âme, elle est la paix, ben, vous sentez la paix que vous êtes. Et c'est super agréable, ça s'appelle le bien-être.
mais ça, c'est parce que vous vivez l'expérience de votre identité, parce que vous vous rapprochez de vous. Alors, il y a Claudio qui dit « Je me rappelle au salon à Paris, Monsieur Jean-Pierre m'avait fait un contrôle technique du corps avec des très bonnes explications, la classe. » Merci. Alors, on va en revenir à la fin de la conférence. Je vais vous montrer un petit peu quelques exemples. Peut-être que d'ailleurs, je vais passer un peu plus rapidement parce que je crois que j'aurai jamais le temps de tout dire. Oui, parce que j'aimerais vous parler d'autres choses qui sont intéressantes. Parle de ce que tu as envie. Hein. Ouais, je vais parler de ce que j'ai envie. Je vais me libérer un peu de mes programmes que je me suis imposé à moi-même et donc je vais m'en libérer moi-même. Alors, évidemment, donc, dans cette démarche, vous avez vu qu'on a défini les buts, gagner la guerre ou gagner la paix, qu'on va définir effectivement des stratégies. Donc, pour gagner la guerre, eh ben, il va falloir avoir une stratégie de guerre et des outils de guerre, c'est-à-dire des armes, pour pouvoir servir la mort. Alors que dans la physique quantique, on est au niveau de l'amour, on est dans des outils de la conscience, c'est-à-dire l'effet observateur. On est à prendre conscience de notre effet observateur, puisque que ça nous plaise ou pas, nous sommes créateurs avec l'effet observateur. Et quand on n'en est pas conscient, le problème, c'est qu'on crée du négatif d'une manière inconsciente sans même s'en apercevoir. Et c'est nous qui créons notre environnement physique négatif sous forme d'un corps malade ou sous forme d'un environnement hostile. Alors, vous voyez, il suffit de faire croire à des tas de gens à des choses négatives pour que ces gens y croient et que ces gens le créent d'une manière encore plus sûre. Donc, je reviens une fois de plus à vous dire, attention à ce que vous écoutez comme information, que ce soit à la télévision, sur Internet, etc. Attention de ne pas écouter que des informations négatives, parce que vous allez finir par le créer et par l'entretenir. Et quand on est des millions de personnes à penser à une chose négative, on la crée d'une manière très efficace. Donc, stop. Maintenant, connectons-nous sur ce que nous souhaitons créer, sur l'amour, sur le bien-être, sur la santé, sur la paix et sur la joie. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir que nous sommes créateurs, de comprendre le mode d'emploi de l'effet observateur pour arrêter de créer du négatif et enfin commencer à créer du positif. Et donc, c'est tout le principe de la méthode que j'ai mise au point, la libération graphique du cœur pérical. On va se servir donc de l'effet observateur avec l'intention, selon 4 canaux pour augmenter la puissance par la pensée, la visualisation, le verbe et donc la pensée. Et donc, ça, c'est pour passer de l'information en cellule pour qu'elle s'ouvre. Mais pour que l'information passe bien, eh bien, il est nécessaire d'être sur la même fréquence que la cellule qu'on souhaite traiter. Et donc, excuse-moi Jean-Pierre, mais je ne peux pas résister à passer un message qui pourrait aider les gens. Quand tu dis la pensée, la je vais y arriver, visualisation et le verbe. Donc, d'affirmer devant un miroir, ça va vous aider, que vous vous aimez ou tout un tas d'autres choses. Et de ressentir, donc de visualiser, de ressentir. Le plus important, c'est de ressentir. Forcément, quand on visualise, c'est plus facile. Donc, la gratitude, il y a un exercice que vous pouvez faire le soir avant de vous endormir. Regardez tous les moments de gratitude ou de magie que vous avez vécu dans la journée. Pourquoi on dit que c'est super puissant cet exercice-là? Moi, j'ai mis du temps à comprendre en quoi c'était OK, je suis en gratitude. Parce qu'en fait, ça renforce votre jauge de choses positives. Parce qu'il nous arrive plein de choses négatives dans la journée. Mais si le soir, vous revivez les instants positifs que vous avez déjà vécus, ça va vous rendre plus fort et plus heureux. Et ça, c'est quelque chose qui reste dans le temps. Dans 6 mois, 1 an, 10 ans, le capital ressenti heureux que vous avez à l'intérieur de vous, il reste. Donc, c'est comme le capital négatif. Hein. Il a tendance à rester si on ne le nettoie pas. Donc, c'est mieux d'augmenter le positif. Excuse-moi, Jean-Pierre, je voulais juste communiquer parce que je me dis que ça peut aider. C'est super, c'est bien, c'est spontané, ça me plaît. Donc, simplement, je termine par le fait que pour continuer sur ce que tu es en train de dire, c'est que quand on est dans son cœur, quand on est amoureux,
Vous n'avez pas l'impression que vous êtes tendre quand vous êtes amoureux? Et ça fait pas chaud au cœur quand vous sentez que vous êtes amoureux? C'est pas agréable? Eh bien, quand vous êtes amoureux, que vous êtes dans votre cœur, que vous sentez la tendresse, que c'est chaud dans votre cœur, c'est ce que les scientifiques appellent être en état de cohérence cardiaque. Eh bien, quand vous êtes en état de cohérence cardiaque et que vous créez un champ d'amour avec les cellules que vous souhaitez traiter, du coup, vous vous mettez à vibrer sur la même fréquence que ces cellules et quand vous voulez passer de l'information aux cellules, les cellules le reçoivent. Tout simplement, si vous voulez écouter telle station radio, il faut vous mettre sur la bonne fréquence pour recevoir l'information dont vous avez besoin. Quand on veut envoyer de l'information aux cellules, et notamment quand on veut les aimer pour leur donner envie de s'ouvrir, il n'y a rien de tel que d'être en état de cohérence cardiaque. Voilà. Et donc, quand vous utilisez l'intention par les 4 canaux en même temps, vous êtes 4 fois plus puissant. Si en plus vous êtes dans l'amour et dans un champ d'amour, en état de cohérence, alors à ce moment-là, vous allez avoir un impact énorme. Et c'est ça, la médecine quantique. Et c'est ça qui va créer le bien-être quantique, qui n'est que la conséquence du fait que vous vous rapprochez de vous-même, de votre âme, et que vous sentez l'amour que vous êtes. Donc, c'est vrai que on est dans notre tête et on réfléchit beaucoup, mais quand on a la chance d'être un peu amoureux, on descend dans le cœur. C'est ce que Amma parle, elle parle de la chute dans le cœur. Et ça, c'est vraiment ce saut quantique que nous avons à franchir maintenant. Voilà. Donc bon, je suis un petit peu décousu ce soir, mais c'est pas grave. J'aime bien quand t'es décousu, t'es toi-même. Ouais, en fait, pour toi, c'est peut-être décousu, mais pour nous, pas du tout. Alors, bon. Alors, tout va bien. Chacun sa vérité. Hein. Ouais. Donc, je vais vous parler de 2-3 petits détails techniques que j'ai rajoutés dans la technique de libération holographique du cœur péricarde, qui vous montrent un peu ce que c'est qu'une technique qui va vers le quantique. Hein. Et puis après, je vais terminer par un tableau que j'ai fait pour expliquer qu'est-ce qui se passe concrètement dans nos vies quand on évolue. Parce qu'il est évident que c'est pas je passe d'un état involué à un état évolué de 0 à 1, mais je passe par des quantités d'intermédiaires de l'état involué vers l'état évolué. Une porte, c'est pas ouvert ou fermé, mais ça peut s'ouvrir de 5 degrés, de 20 degrés, de 30 degrés, de 45 degrés et de 180 degrés. Et donc, ce que j'aimerais, c'est vous montrer les différents niveaux d'ouverture, avoir quelques repères qui vous permettent de repérer, mais il me dit finalement, Chamodo, qu'il faut que j'évolue. OK, mais je pars d'un point A pour arriver vers un point B, mais je passe par des tas de petits points entre les deux. Et donc, j'en suis où sur ce chemin? Si je vais, par exemple, je sais pas moi, de Paris à Marseille et que je voyage de Paris vers Marseille, est-ce que je suis, c'est intéressant de savoir, est-ce que je suis à Auxerre? Est-ce que je suis à Saulieu? Est-ce que je suis à Lyon? Est-ce que je suis à Orange, etc. C'est bon, intéressant. Quand on fait un voyage, on n'est pas d'un seul de Paris à Marseille, mais on va passer par des tas d'intermédiaires. Et c'est peut-être intéressant de savoir à quel intermédiaire on est, parce que du coup, on sait un peu ce qui reste comme chemin à faire. Voilà. Alors donc, revenons à notre histoire. Donc, j'ai gardé de la méthode Poirier beaucoup de choses qui sont extrêmement positives. Je disais dans les conférences précédentes que Poirier était vraiment arrivé à un très haut niveau au niveau de l'ostéopathie osseuse et que donc il avait trouvé des astuces véritablement intéressantes pour qu'on puisse harmoniser des centaines de lésions ostéopathiques en une seule séance, ce qui fait que ça nous permettait d'être global, et plus on est global, plus on est efficace. Et donc ça, je l'ai gardé. Maintenant, le seul problème, c'est que il s'occupait pratiquement pas de tissu mou et donc pas de la cause des lésions ostéopathiques. Et ça, c'est avec Montserrat Gascon que j'ai pu m'intéresser au tissu mou de plus près. Et donc, j'ai pu donc intégrer l'enseignement de Montserrat Gascon et aller un petit peu plus loin. Donc, pour en revenir à Poirier, je vous expliquais que Poirier avait découvert qu'il existait des points d'acupuncture et que les points d'acupuncture, c'était des antennes, c'était pas que des robinets pour faire circuler l'énergie, mais c'était des antennes qui vibraient. Or, une antenne, quand elle vibre,
c'est soit pour recevoir des informations, soit pour émettre des informations. Et donc, si vous voulez que votre radio fonctionne bien et recevoir votre radio préférée, vous êtes obligé d'avoir une antenne qui est déployée et qui fonctionne. Bien. Et donc, l'être humain, c'est la même chose. Et il faut savoir que les points d'acupuncture sont des antennes. Mais le problème, c'est que quand il y a des soucis de stress, de peur, quand on vous a agressé, eh bien, ces points d'acupuncture, c'est comme s'ils étaient englués, c'est comme si les antennes étaient rentrées, elles ne vibrent plus. Et quand les antennes ne vibrent plus, ben, vous ne pouvez plus ni émettre, ni recevoir des informations. Et on a vu dans certaines conférences que le critère de santé, c'était que l'information circule. Et donc, si vous êtes bien uniquement quand l'information circule, il y a intérêt à ce que les antennes fonctionnent bien. Et donc, là où ça devient un petit peu plus technique, et ça je parle un peu plus pour les professionnels, mais ça peut intéresser les gens qui sont intéressés juste pour faire soigner, c'est qu'il y a des points qui sont regroupés en hiérarchie et il y a certains points qui vibrent sur une telle fréquence, sur telle radio, et puis il y a tels autres points qui vibrent sur telle autre fréquence, et donc il y a une série de points qui vibrent dans la même fréquence. Alors, le tableau de Poyet, c'est ce que vous avez devant les yeux. Je ne sais pas si les gens le voient. Oui. Voilà. Et donc, vous voyez peut-être ma souris en même temps, pendant qu'on y est. Je la perçois pas. Ah si, c'est bon, je la vois. Voilà. Ici, vous avez, ici, ce sont ce qu'on appelle, il y a 2 points d'acupuncture qui vibrent. Ils sont le presse-phénoïde et le point du post-sphénoïde. C'est 2 points qui sont en fait sur le sacrum et qui font partie du méridien de vessie, peu importe. Ils sont pour les professionnels, ils sont sur la 3e vertèbre sacrée au niveau de la gouttière interne. Là, on voit pas beaucoup, tu sais, avec le tableau, et c'est très. Bon, simplement, je montre le tableau en gros, c'est pas nécessaire de voir tous les détails. Si je fais ça, est-ce que c'est mieux? Attends, on va bouge pas. Comme ça, est-ce qu'on est mieux là? Non, un petit peu mieux, oui. C'est mieux? Oui. Bon. Alors, il faut savoir que ces points ici, là, le presse-phénoïde, vous voyez, c'est 2 points, il y en a un à gauche et un à droite, vont être en cohérence vibratoire avec 2 sous-chapitres, si vous préférez. Et vous voyez que, en fait, les points d'acupuncture qu'on appelle 4 rate, 6 mètres cœur, 5 TR et 41 vésicules biliaires vibrent sur les mêmes fréquences que le point du presse-phénoïde. Autrement dit, si le point du presse-phénoïde a un défaut vibratoire, ce défaut vibratoire va se retrouver sur ces 4 points, 4 rate, 6 mètres cœur, 5 TR et 41 VB. Mais s'il y a un problème à ce niveau-là, ça va agir, par exemple, pour le 4 rate et le 6MC, ça va agir sur 2 chaînes, et vous voyez que le 4 rate 6MC vont agir sur 2 os du crâne, ce qu'on appelle les pariétaux antérieurs et le frontal. Bon. Donc, si vous voulez, en fait, les points du presse-phénoïde vont agir sur 4 points, qui vont agir sur 2 fois 2 points, pardon, qui vont tu sais, Jean-Pierre, je ne veux pas te couper dans ton élan, mais nous ne sommes pas des spécialistes. Ouais, mais c'est simplement pour qu'on voit la beauté de la chose. Et donc, si vous voulez, si ces points ne marchent pas, ça veut dire qu'il y a 4 os du crâne qui ne marchent pas. Ça veut dire qu'il y a 4 x 3, 12 vertèbres qui ne fonctionnent pas. Et donc, ça devient intéressant parce que du coup, si on relance la bonne vibration sur le point du presse-phénoïde, eh bien, tous les os du crâne qui dépendent de ce point vont revenir en place et toutes les vertèbres qui dépendent de ce point reviennent en place. C'était pour vous expliquer que si j'harmonise le point du presse-phénoïde, j'harmonise 4 points d'acupuncture plus 4 os du crâne plus 4 x 3, 12 vertèbres en une fraction de seconde. Donc là, ça veut dire qu'en termes de globalité, si j'agis sur 2 points, celui du pré et du post-phénoïde, eh bien, j'ai quasiment traité toutes les lésions osteopathiques du corps tout entier en 2 fractions de seconde.
C'est justement pour vous montrer que quand on commence à comprendre ces choses subtiles, on devient hyper efficace. Bien. Alors, bon. Mais donc, par exemple, je prends dans ce tableau, si en haut, vous avez C1, c'est la première cervicale, D2, c'est la deuxième dorsale, D10, c'est la 10e dorsale. Eh bien, quand la première cervicale est en lésion, vous avez forcément la 2e dorsale et la 10e dorsale. Donc, vous êtes obligé de les traiter une à une, sauf si vous allez sur les points qui sont en amont et vous les traitez tout en même temps. Donc ça, c'est ce qu'avait découvert Poyet. Et moi, avec la technique que j'ai adoptée, puisque Poyet était vraiment extraordinaire au niveau du toucher, mais il était quand même encore dans un toucher qui était qu'à moitié quantique. Quand je suis passé, c'est-à-dire que il mettait ses doigts là où il avait envie de sentir. S'il voulait sentir la vertèbre C1, ben il mettait ses doigts au niveau de la vertèbre C1. S'il voulait sentir un sacrum, il mettait ses mains au niveau du sacrum. Alors quand on a compris la non-localité, si je mets mes doigts sur les épaules, je peux toucher soit un sacrum, soit un os du crâne, soit une vertèbre, celle que je veux. Et donc, grâce à ce toucher, je suis beaucoup plus sensible et j'ai accès à des choses que n'ont pas accès les mains normales. Par exemple, je peux accéder donc à l'intérieur du cerveau, alors que avec un toucher normal, on ne peut pas sentir le cerveau, puisque entre les doigts et le cerveau, il y a les os du crâne. Avec le toucher quantique, je peux toucher chaque artère coronaire, et l'intérêt, c'est que je peux repérer où il y a des artères coronaires qui sont serrées et où est-ce qu'il y a un risque d'infarctus du myocarde, et je peux intervenir sur ces artères coronaires pour augmenter le diamètre et pour éviter l'infarctus du myocarde. Ce que vous ne pouvez pas faire Poyet parce qu'il ne pouvait pas aller jusqu'aux artères coronaires. Donc, simplement, j'explique que grâce à ce toucher, j'ai pu découvrir que, eh bien, il y a les vertèbres sacrées et les vertèbres coccygènes n'étaient pas soudées et qu'elles pouvaient être en lésion les unes par rapport aux autres. Or là, vous voyez que sur le tableau de Poyet, les vertèbres sacrées et les vertèbres coccygènes ne sont pas données parce qu'on croit qu'elles ne peuvent pas être en lésion ostéopathique. Or, moi, j'ai complété le tableau de Poyet et vous voyez qu'il y a ici, il y a la S1, S2, S3, S4, S5 et il y a coccygène 1, coccygène 2, coccygène 3. Autrement dit, j'ai intégré dans le tableau de Poyet des éléments qui n'existaient pas dans le tableau de Poyet pour l'améliorer. Et puis, j'ai intégré en plus les dents parce qu'il y a effectivement une résonance vibratoire pour les dents qui sont devant, les premières, la 11, la 21, la 31 et la 41, ça c'est pour les dentistes, résonne avec l'os pariétal postérieur et résonne avec 62 vessie 3G et avec les points du poste sphénoïde. Donc, quand il y a un problème d'une dent, ça peut expliquer pourquoi, quand on remet une vertèbre en place, ça tient pas. Ou inversement, si on veut harmoniser les dents et qu'il y a une vertèbre qui n'est pas en place, eh bien, on va se rendre compte que la dent ne peut pas être harmonisée. Et donc, si on veut vraiment être efficace, on va harmoniser tous les éléments qui sont dans la même fréquence vibratoire. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ah oui, tout à fait. Ce que j'ai rajouté finalement, c'est les vertèbres sacrées et coccygènes et j'ai rajouté toutes les dents. Et effectivement, quand une dent vibratoirement ne fonctionne plus, ça peut expliquer pourquoi certaines vertèbres ne peuvent pas revenir en place et qu'on ne peut pas les traiter, ou certains os du crâne, ou certains points d'acupuncture. Et inversement, si certains points d'acupuncture ne vibrent pas, ça peut expliquer pourquoi certains os du crâne, on ne peut pas les mettre en place, certaines vertèbres, on ne peut pas les mettre en place, et pourquoi on ne peut pas réharmoniser certaines dents. Donc, ça vous montre qu'il faut être global et que plus on peut rentrer de détails, plus on va être précis et plus on va être efficace. Voilà, c'est simplement un petit détail, mais c'est un détail parmi tant d'autres qui vous montre en quoi j'ai fait évoluer les méthodes de Poyet, les méthodes d'ostéopathie bioénergétique cellulaire et toutes les méthodes ostéopathiques pour arriver à quelque chose de cohérent, à quelque chose de 100% quantique, de 100% vibratoire et qui amène à un niveau de résultat qui n'a plus rien à voir. Alors, il y a une question de Sophie qui dit, alors si je comprends bien, si on agit sur le poste sphénoïde, oui, on harmonise toute la ligne du tableau. Alors, si vous voyez par exemple, prenons le post-sphénoïde parce que vous voyez, le post-sphénoïde, il est là, il est ici et il est là.
Je ne sais pas si vous me voyez. Alors, prenons le presphénoïde. Vous voyez, le presphénoïde, il remplit une case. Mais à droite du presphénoïde, vous avez deux cases. 4-AT 6MC pour la case du haut, 5TR 41B pour la case du bas. Mais qui correspond à la case 4-AT 6MC, vous avez le point de la chaîne numéro 2 et le point de la chaîne numéro 3, c'est-à-dire l'os pariétal antérieur, le frontal. Vous avez C2, C3, D3, D4, D11, D12, S2, S3, et vous avez les dents 11, 12, 13, 22, 23, 32, 33, 42, 43. Et donc, quand vous traitez 4AT et 6MC, vous traitez ces deux lignes, mais quand vous traitez presphénoïde, vous traitez, en fait, ces quatre lignes que vous traitez d'un seul coup. Donc ça, évidemment, ça fait beaucoup plus de travail. Et ça, en quelques fractions de seconde. Donc, c'est là que c'est intéressant. Pourquoi? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, le corps est en analogramme. Si on veut être efficace sur un point précis, il faut qu'on fasse des quantités de choses. Et plus on va faire de choses dans le corps tout entier, plus ce point précis va s'améliorer. Et donc, voilà pourquoi il est nécessaire en une seule séance de faire énormément d'harmonisation pour avoir un résultat qui soit vraiment, au bout du compte, extrêmement efficace et même spectaculaire. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, tu as répondu. Ça marche. Bon, alors maintenant, comment est-ce qu'on peut évaluer les résultats? Quels sont les tests qui vont nous permettre? Je reviens sur quelque chose que j'ai déjà expliqué, mais pour les gens qui n'ont pas assisté, bon, j'en parle dans 2 minutes. Voilà un compas à 2 branches. Si je colle une petite ficelle de 3 cm entre les 2 branches, je ne vais pouvoir ouvrir le compas que jusqu'à 45 degrés. Si par contre, il y a une ficelle de 6 cm, je peux l'ouvrir jusqu'à 45 degrés. Et s'il y a 8 cm, je peux l'ouvrir à 180 degrés. Comme je vous l'expliquais, les hormones de stress font que les cellules diminuent de volume et que les tissus se raccourcissent. Donc, quand les tissus sont très courts, ça donne le compas de gauche qui peut s'ouvrir qu'à 45 degrés. Et ça représente, par exemple, une épaule. Quand je teste l'épaule et que ça bloque à 45 degrés, ça veut dire que le tissu qui croise l'épaule est trop court, tout simplement. Et du coup, ça veut dire en même temps que les cellules sont fermées, que plus le tissu est court, plus l'angle est petit, plus je suis éloigné de mon âme, moins je sens l'amour, la paix que je suis, plus je suis éloigné du bien-être, plus je suis dans le mal-être. Mais comme je vous l'explique, le mal-être n'existe pas, ce n'est pas une entité qui existe, ce n'est pas un ennemi, c'est seulement l'absence de bien-être. Donc, plus le tissu est court, plus les cellules sont fermées, plus vous êtes mal parce que vous ne sentez plus l'amour, la paix et la joie que vous êtes, et plus vous pensez qu'il y a des pathologies, mais les pathologies ne sont que l'expression de la fermeture des cellules et de la déconnexion. Donc le problème, c'est pas la pathologie n'est que la conséquence. Le problème, c'est la cause, c'est la déconnexion des cellules, c'est le fait que les cellules ont diminué de volume, et donc la solution, c'est pas de faire la guerre contre les pathologies, mais c'est d'aider les cellules à s'ouvrir pour que effectivement la lumière arrive, que le contact avec l'âme, que les informations positives puissent nous parvenir à nouveau et que les cellules fonctionnent à nouveau correctement. Donc, finalement, la santé est directement, et l'état de bien-être est directement relié à l'état de connexion qui est directement relié à un niveau d'évolution. Donc, il est évident que quand quelqu'un vient se faire soigner chez moi, et que d'un seul coup, il passe de 45 degrés à 180 degrés, ces tissus passent de 3 cm à 8 cm de rallongement, eh bien, on a quelque chose d'objectif, de concret, qui nous dit, là, il s'est passé quelque chose, effectivement, les cellules se sont ouvertes, et effectivement, la personne s'est rapprochée de lui-même, donc commence à vivre l'expérience de qui il est. Donc, en fait, il commence à vivre l'expérience de qu'est-ce que c'est que d'être évolué. Et je vais arriver à la conclusion. Oui. Oui. Dis-moi. Il y a des questions. Oui, il y a juste Kat qui dit « Et quand il manque des dents ?» Alors, ça, c'est une question de matérialiste. Parce que, en fait, il y a un champ morphogénétique. J'en ai parlé dans une autre conférence. J'avais une amie chamane qui avait eu un problème d'ovaire. J'avais repéré un problème d'ovaire.
et son ovaire gauche lui bloquait sa hanche gauche d'une manière extraordinaire puisqu'elle était à moins 15 degrés et qu'à moins 15 degrés, c'est la prothèse dans la nuit. Donc je lui dis, tu as un problème d'ovaire gauche parce que je sentais que le champ morphogénétique de l'ovaire était rétracté. Elle me rigolait parce qu'elle me disait, tu peux toujours causer, ça m'intéresse bien, mais en fait, mon ovaire, on me l'a retiré il y a plus de 10 ans. Alors, pourquoi? Parce qu'elle raisonnait en tant que matérialiste, en tant qu'organe de matière. Mais il faut savoir que c'est le champ morphogénétique qui va donner les ordres, finalement, à l'organe de matière. Et du coup, si son organe de matière a été malade, c'est parce que le champ morphogénétique s'était rétracté. Et donc, on lui a retiré son ovaire physique, mais pas son ovaire matériel, pas le champ morphogénétique. Et le champ morphogénétique était toujours rétracté, c'est à cause de ça qu'elle avait l'hanche bloquée. Parce que quand je lui ai débloqué le champ morphogénétique ovaire, sa hanche a été débloquée. Donc, c'est la même chose pour une dent. Quand vous avez une dent qui souffre, c'est parce que le champ morphogénétique de la dent s'est rétracté. On vous arrache la dent, vous n'avez plus la dent, mais le champ morphogénétique est toujours là, il est toujours rétracté et il bloque toujours tel os du crâne, telle vertèbre, etc. Donc, finalement, même s'il n'avait plus de dents, vous avez encore le champ morphogénétique des dents et c'est important que ce champ morphogénétique soit harmonisé et qu'il se mette en expansion, on retrouve sa liberté d'expansion, tout simplement. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, tout à fait. Bon. Alors, depuis que je vous parle d'évolution, qu'est-ce que c'est concrètement avancer sur un chemin d'évolution? Je vais terminer par ce tableau. Je vais le mettre le plus grand possible. Vous voyez en dessous, la ligne du bas, c'est des fréquences vibratoires. Qu'est-ce que c'est qu'une fréquence vibratoire? C'est le nombre de pulsations à la seconde. Imaginons que chaque colonne fasse une seconde. Vous voyez qu'en bas à gauche, vous avez 2 pulsations à la seconde. Alors que dans celle qui est un peu plus à droite, vous avez 4 pulsations à la seconde. Ça veut dire que la fréquence est au-dessus. Et celle qui est encore à droite, vous avez 6 pulsations à la seconde. Et au-dessus, vous avez 8 pulsations à la seconde. Et donc, tout à fait à droite, vous avez plusieurs dizaines de vibrations à la seconde. Donc, c'est ce qu'on appelle le taux vibratoire. Il faut savoir que quand on est involué, on est dans une vibration, une fréquence très basse, ce qu'on appelle les vibrations lourdes, et que plus on va évoluer, plus on va avoir une fréquence qui va augmenter. C'est pour ça que sur le plan de notre humanité, c'est le même principe. Ce que j'explique, c'est que ce que j'explique là s'applique à l'individu, mais ça s'applique à l'humanité, ça s'applique, si vous préférez, au système solaire, ça s'applique à notre galaxie, ça s'applique à tous les niveaux fractals. Donc c'est le même principe pour tous les niveaux fractals. Alors, simplement, pour vous dire que j'avais entendu quelques vidéos sur le thème de l'évolution et qui disait que l'évolution, c'était un choix. Et j'étais tout à fait d'accord. En fait, l'évolution commence par un choix. C'est le choix d'évoluer. Le choix, on a compris qu'on est une conscience en évolution. On a compris que quand on est involué, on est très mal et que plus on va évoluer, plus on va être bien. Donc, on a envie d'évoluer pour être bien. Et donc, on va évoluer, non pas par devoir, parce qu'il faut s'envoyer une corvée, mais tout simplement par gourmandise, parce qu'on sait que c'est bon pour notre santé et pour notre bien-être, tout simplement. Donc, évidemment, la décision d'évoluer, si vous ne la prenez pas, vous n'allez pas beaucoup évoluer. Et peut-être même que les événements qu'on est en train de vivre actuellement sont là pour vous pousser un petit peu. C'est la maman oiseau qui vous pousse avec son aile pour vous dire « dis donc, bouge-toi, sors de ton nid et commence à prendre l'envol et à évoluer un petit peu ». Donc, c'est important parce que il faut savoir que dans les 3 premières cases, vous n'avez pas de liberté d'action. Vous êtes ce qu'on appelle dans la réaction. Et plus la vibration est lourde, plus on est à gauche sur le tableau, plus la vibration est lourde et plus c'est désagréable. Et vous verrez que dans le comportement, tout en haut, vous avez l'esclave.
qui vibrent très bas. C'est-à-dire les gens qui sont bien obéissants. C'est-à-dire les gens qui pensent que Papa État dit des choses, est très sympa et qu'il souhaite son bien-être et qu'il n'a pas compris qu'il a envie de le tuer, par exemple. C'est des gens qui vont tout gober, qui vont être naïfs et qui vont surtout obéir à tous les ordres qu'on leur donne et qui veulent extrêmement respecter tous les ordres qu'on leur demande. Là. Évidemment, le problème, c'est que quand on est un esclave, le petit souci, c'est que c'est ça qui va générer les maladies les plus graves. Alors, tant qu'on ne le sait pas, on peut être content d'être un esclave, mais à partir d'un moment, on va se dire « Oh là là, mais peut-être que c'est parce que je suis un esclave que je suis mal. C'est parce que l'huître est maltraitée qu'elle se ferme. » N'est-ce pas? Eh bien, quelqu'un qui est un esclave, c'est quelqu'un qui est maltraité et c'est normal qu'il se sente mal. Et donc, cet esclave, en termes de pouvoir, parce qu'il vibre très bas, et il n'a pas le choix de faire autrement, hein, même s'il a compris qu'il est mieux de ne pas être un esclave, comme il vibre à une vibration très lourde et très basse, il a beaucoup trop peur de son tyran pour oser ne désobéir à un ordre. Donc, il a bien compris que pour sa santé, il a intérêt à désobéir et à devenir libre, mais il a trop peur pour le faire. Et donc, il a perdu 100% de son pouvoir, il a donné 100% de son pouvoir à une autorité extérieure, et donc, il a 0% de son pouvoir personnel, il ne peut pas s'en servir du tout. Alors ça, c'est la colonne de gauche, vous voyez, mais ça marche avec l'amour, parce que imaginez que vous êtes un ballon rempli à 100% de peur. Il faut savoir que l'amour et la peur ne peuvent pas subsister en même temps. Donc, si le ballon est rempli de 100% de peur, il reste 0% de place pour l'amour. Et donc, si vous êtes, quand vous êtes un esclave, quand vous vibrez dans une vibration très basse, il n'y a pas d'amour du tout. Hein, et vous, donc, on pourrait dire qu'il y a 0% d'amour pour vous, que vous donnez tout votre amour, je ne sais pas si c'est de l'amour pour le tyran, au détriment de vous-même. Et donc, c'est parce que vous avez 100% de peur. Alors là, si on est dans la dualité, on va dire, oui, il y a une entité peur et il y a une entité amour, donc il faut lutter contre l'entité peur. Mais l'entité peur n'existe pas. La peur n'est que l'absence d'amour. L'ombre n'est que l'absence de lumière. Il faut rester dans un raisonnement non dualiste. Eh bien, évidemment, quand vous avez donné 100% de votre pouvoir, quand il y a 0% d'amour en vous, que vous êtes 100% dans la peur, évidemment que vous ne ressentez pas la paix. Il y a 0% de paix. Mais, encore une fois de plus, hein, la peur n'existe pas, ce n'est que l'absence de paix. Hein. Le tourment n'existe pas, ce n'est que l'absence de paix. Donc, si vous n'êtes pas en contact avec la paix, forcément, vous ressentez le tourment. Mais ça ne sert à rien de lutter contre le tourment. Et donc, évidemment que quand vous êtes un esclave, vous êtes dans la guerre la plus violente, puisque vous faites la guerre contre vous-même. Et vous avez remarqué que quand vous prenez un flingue, si vous tirez contre vous, ça fait beaucoup plus mal que si vous tirez contre l'autre. Donc, c'est normal que quand vous êtes esclave, vous soyez très malade. C'est normal que vous ayez des défenses immunitaires très basses et que si un virus se balade, vous le chopiez. Voilà. Et donc, toujours la même chose. Quand on est dans l'esclave, on est dans 0% de lumière, on est 100% dans l'ombre. Donc, ne luttons pas contre l'ombre, mais rajoutons un peu de lumière. Évidemment, quand on a un esclave et qu'on est un petit peu naïf, ben, on gobe tout comme étant la vérité, et notamment toutes les informations mainstream, et donc discernement zéro. C'est là que les gens peuvent vous manipuler comme vous voulez, et vous n'avez pas le choix. Ça, c'est parce que vous vibrez très lourd. Hein. Alors, quand j'aurai fini de vous expliquer tout ça, évidemment que vous êtes très loin de l'unité, vous êtes complètement dans de la dualité, et vous donnez des entités négatives partout alors qu'elles n'existent pas. Hein. Vous êtes complètement irresponsable puisque c'est l'autre qui vous donne des ordres. 100% irresponsable. Et vous êtes complètement irresponsable. Évidemment, vous avez perdu complètement votre bien-être et vous avez des quantités de pathologies. Donc, quand on a lu toute la colonne de gauche, on a envie quand même d'en sortir. Et c'est là qu'on est motivé pour dire, bon, ben, cette fois-ci, j'ai envie d'évoluer
je sais qu'il y a une autre colonne à droite et j'ai envie d'y aller. Alors évidemment, ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut diminuer la peur. Si vous trouvez quelqu'un qui est dans l'amour et qui vous rassure, mais qui ne fasse pas complètement son boulot, votre peur, elle va passer de 100% à 75%. Ah oui, mais du coup, maintenant, vous avez 25% de place pour l'amour. Ah oui, d'accord. Ben, si vous êtes avec un tout petit peu plus d'amour, peut-être que vous allez retrouver un tout petit peu de pouvoir et que vous allez vous en servir pour lutter contre l'autorité. Et vous allez devenir un rebelle. Autrement dit, dans cette vibration de la colonne numéro 2, qui est un peu moins lourde que la vibration numéro 1, eh bien, vous êtes dans un comportement de rébellion et vous allez automatiquement, parce que vous n'avez pas le choix, même si vous avez compris que la solution c'est l'amour, vous allez avoir un comportement de rebelle parce que vous n'avez pas le choix, vous êtes dans la réaction. Hein. Ceci dit, ceux qui sont juste à droite du rebelle, qui sont les tyrans, seraient bien contents que vous leur fassiez la guerre parce que vous êtes moins fort qu'eux et ils finiraient par vous ratatiner et vous remettre dans la case esclave. Bien. Donc, voilà, évidemment qu'à ce moment-là, vous êtes dans une guerre moins violente puisque vous faites la guerre contre l'autre. Évidemment que si vous tirez avec un flingue contre l'autre, ça fait moins mal que si vous tirez contre vous. Ceci dit, vous ne savez pas que nous sommes tous un et vous ne savez pas que vous vous détruisez vous-même quand vous flinguez l'autre. Voilà, c'est quand même important à signaler. Oui, c'est clair, mais bon, c'est normal. Quand on a peu de discernement, vous n'êtes qu'à 25% de discernement, n'oubliez pas. Hein. Et donc, vous êtes quand même à 75% dans l'illusion. Donc, vous êtes très loin de l'unité, vous n'êtes qu'à 25%, vous êtes complètement englué dans la dualité. Vous allez encore créer des tas d'entités négatives qui n'existent pas. Hein. Et donc, vous retrouvez un tout petit peu de responsabilité, mais vous êtes franchement irresponsable à 75%. Bien, donc, vous retrouvez 25% de votre capacité de bien-être. C'est déjà mieux que 0%. Mais vous êtes quand même à... Jean-Pierre, tu sais que nous sommes à plus d'une heure et demie de conférence. Ah oui, ben voilà. Sur ce format YouTube, normalement, on devrait faire 30 minutes. D'accord, ça marche. Alors, bon, on va s'arrêter tout de suite. Simplement, si vous augmentez en vibration, vous allez changer, vous allez devenir un tyran, c'est-à-dire vous allez imposer votre pouvoir aux autres, mais vous êtes toujours dans une forme, comment dirais-je, vous êtes toujours dans une forme qui n'est pas très évoluée, parce que un jour ou l'autre, vous ne serez plus au sommet de la pyramide. Et donc, tant qu'on est dans la réaction, qu'on est dans les 3 premières colonnes, on est dans une structure pyramidale du pouvoir, et tout le monde cherche à être au sommet de la pyramide et à mettre les autres en dessous. Et donc, voilà où nous en sommes, nous, sur le plan de l'humanité. Nous en sommes où cette structure pyramidale a démontré sa faillite et où ce n'est plus possible de continuer de vivre avec une telle structure de pouvoir dans notre planète et que nous sommes amenés à faire ce saut quantique qui consiste à passer de l'autoritarisme du tyran à l'autorité et donc après à la souveraineté, c'est-à-dire se rapprocher de l'unité, c'est-à-dire de continuer d'évoluer pour enfin arriver à quelque chose qui commence à être agréable. Voilà, en gros, donc, écoute, merci de m'avoir rappelé à l'ordre parce que je suis tellement passionné que je ne vois pas le temps passer. Mais oui, c'est ça. Voilà, en tous les cas, merci pour votre attention. Oui, et beaucoup de personnes m'ont dit que c'était très intéressant. Je ne sais plus comment on nous a surnommés au début, les 2 personnes les plus intéressantes du net ou je ne sais pas quoi. Alors, c'est peut-être pas un titre un peu élevé, mais ça fait plaisir. Enfin, merci pour l'intention bienveillante qui était derrière. Voilà, Marina qui dit on est tous pendus à vos lèvres, Jean-Pierre. Merci, Marina. Voilà. Alors, tu peux nous dire, je sais que tu as des stages et des. Oui, alors simplement. En ligne, non, comment? À distance, des consultations, voilà, je vais y arriver. J'ai des consultations à distance toute l'année, sauf quand je suis à Paris ou à Lausanne en Suisse. Donc, mes prochaines consultations à Paris seront entre le 6 et le 10 juillet. Il reste quelques places pour les intéressés. Vous pouvez prendre rendez-vous directement depuis mon site, chamodo.fr. Ma prochaine consultation à Lausanne, en Suisse, sera du 17 au 19 juin. C'est très bientôt. Là aussi, il reste quelques places. Sachez aussi que je donne des stages. Il y a 6 stages de 3 jours.
et que les prochains stages, vous êtes obligé de les faire dans l'ordre. Et que le prochain stage des numéros 1 seront au mois de juin au Sable d'Olonne, fin juin au Sable d'Olonne et début juillet à Paris. Il y a très peu d'inscrits avec les événements qui se sont passés. Et donc, j'espère qu'il y aura suffisamment d'inscrits. Et donc, venez nombreux chez Jean-Pierre, vous allez apprendre des choses exceptionnelles. Voilà. Si vous regardez le site, c'est très bien construit et détaillé. Et vous voyez même comment vous allez être, dans quelles circonstances. Et vous avez vraiment toutes les vidéos faites avec Gwénoline, en charmante compagnie. Et donc, il y a de très bons souvenirs pour moi. Voilà, alors, je serai aussi dans des salons où je donnerai des conférences en public. Donc, très rapidement, début septembre, je serai à La Roche-sur-Yon, au Salon du Bien-être. Alors, ce sera du 5 au 6 septembre. Du 10 au 13 septembre, je serai à Lausanne pour Mednat. Du 1er au 4 avril, je serai au Salon Zen à Paris. Du 9 au 11 octobre, je serai au Salon de Nantes. Et le 8 novembre, je serai au Salon Marjolaine de Paris. Et donc, du 20 au 21 mars 2021, je serai au Salon de Sable d'Olonne. Et je crois que j'ai fait le tour. Merci. En tout cas, vraiment, merci beaucoup, Jean-Pierre. C'était très intéressant. Et à vous aussi pour vos nombreux messages. Vraiment, vous êtes des amours avec de l'humour. Vous mettez souvent de l'humour. Moi, j'adore recevoir des messages comme ça. C'est hyper agréable parce que la vie, c'est ça. C'est du fun, c'est de vivre, c'est d'apprendre des choses. On est heureux quand on apprend des choses. C'est les moments où on est les plus heureux. Quand on crée des nouvelles choses et quand on apprend. Donc, merci à vous. Je n'ai pas été très, très précis ce soir, mais c'est très bien. C'était parfait. En fait, la vie, elle est parfaite. Ouais. Je voudrais vous dire qu'on se retrouve demain, pour ceux qui ont envie, à 20h, sur la chlorophylle, la merveille de la nature, une des merveilles de la nature. Moi, j'adore la chlorophylle, j'en consomme quand j'ai besoin de faire une détox. Et franchement, la conférence de demain, elle va être top. Donc, je vous invite à être là. En plus, il y aura du fun aussi. Ceux qui seront avec moi sont drôles. Donc, n'hésitez pas. On vous embrasse très fort et on vous dit